Eh bien, bienvenue, chers amis, dans cet atelier du congrès de la CE, l'art de parler en visioconférence, présenté par mon ami Georges Sauveur, avocat pénaliste, qui est également un enseignant en rhétorique, ainsi que moi-même, Mathieu Boissavy, avocat au barreau de Paris. Et Georges et moi allons, c'est une information que nous vous livrons, créer une commission rhétorique et art de parler et de négocier à la CE. Georges, en ce moment, est très occupé parce qu'il se présente également au Conseil de l'Ordre. Il est candidat au Conseil de l'Ordre avec Sandy Moquel, ainsi qu'avec notre autre binôme ACE, Thierry Abaléa et Charlotte Hildebrand. Mais parce que c'est un spécialiste de l'art oratoire, parce qu'il a des tas de choses à nous dire sur l'art de parler en visioconférence, j'ai tenu à ce qu'il soit présent avec nous aujourd'hui. Et je t'en remercie. Alors, l'art de parler en visioconférence, ça c'est quelque chose d'assez nouveau pour un grand nombre d'entre nous. J'imagine que lorsque le confinement est arrivé, vous avez découvert, enfin moi j'ai découvert à titre personnel, toutes ces plateformes de visioconférence dont je n'avais quasiment jamais entendu parler et que je n'utilisais pas ou presque pas. Alors je connaissais Skype, je connaissais FaceTime, mais je ne connaissais pas Zoom, Teams, ni toutes ces autres plateformes qui nous permettent aujourd'hui de nous réunir de manière virtuelle. Et très rapidement, je crois que nous nous sommes tous aperçus à quel point cet outil de communication avait ses spécificités et comment nous devons le maîtriser. Car lorsque nous nous présentons dans nos cabinets devant un client, lorsque nous faisons une conférence, lorsque nous participons à une réunion, nous avons communément appris à nous présenter, à parler. Mais ici, on est comme dans la situation d'un animateur de télévision à parler devant une caméra, sans avoir forcément le retour de ce que nous présentons. Donc, nous voudrions aujourd'hui vous livrer quelques enseignements que nous avons nous-mêmes appris au cours de ces derniers mois sur la manière de parler en visioconférence. Je vous présente maintenant le plan. J'ai partagé ici, vous voyez l'écran. Est-ce que tout le monde voit le PowerPoint? Alors, excusez-moi, après je ne vois pas bien. Valérie, tu es la seule que je vois. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas. Donc, je vais te regarder beaucoup là au cours de cette visioconférence. Alors, de ce webinaire. Voilà l'art de parler en visioconférence. Nous allons d'abord voir la préparation des circonstances de la prise de parole en visioconférence. Car il faut se préparer avant de parler, que ce soit en réunion ou pour un rendez-vous, même avec un client en visioconférence. Il faut avoir un environnement qui soit adapté. Et c'est finalement l'une des principales préparations à faire pour bien parler devant une caméra. Nous allons ensuite voir la préparation du discours, puis sa structuration, et enfin le prononcé du discours, quelques techniques d'élocution, et ensuite nous ferons un exercice. En ce qui concerne la préparation des circonstances de la prise de parole, je disais tout à l'heure que pour ce qui est de la visioconférence, toutes les configurations sont possibles. Ce peut être un rendez-vous client, ce peut être des réunions à plusieurs, ce peut être des webinaires, des formations comme celles que nous donnons aujourd'hui, ce peut être aussi des médiations. Et moi personnellement, j'ai pratiqué de la médiation avec une application de visioconférence, avec Zoom, qui développe un certain nombre d'avantages, notamment en créant des salles particulières qui nous permettent de séparer les... Non, mon cher. En fait, on ne voit plus. Ah bon Non, parce qu'on voit...
merci de me le dire. Est-ce qu'on voyait le PDF? Oui, absolument. Non, je voyais plus. OK. Alors, c'est la particularité de cette plateforme, c'est-à-dire que je vais être obligé malheureusement de naviguer entre le PowerPoint pour vous présenter ce que nous avons préparé comme document, et puis la caméra pour que vous puissiez me voir. Ah, attends, il y a Valérie Chavannes qui écrit. Oui, moi, je ne te voyais pas, mais peut-être qu'elle te voyait, c'est ça? Alors, on va voir. J'attends le Oui, petit message de Valérie. C'est ce qu'elle dit. Très bien. Alors, il y a aussi le langage gestuel, et je vois qu'effectivement. Ah, très bien. Jean-Marc est également là. Alors, je me remets sur ma petite présentation PowerPoint. Voilà, je vous disais que ces outils, ces plateformes de visioconférence, pour certaines, permettent, bien sûr, en respectant la confidentialité, d'organiser des médiations. Et bientôt, je pense que nous aurons très vite des audiences également par visioconférence. En tout cas, au sein même des tribunaux, dans certains cas, il est maintenant organisé des audiences en visioconférence. Personnellement, je le déplore pour un grand nombre de raisons, mais c'est la réalité de notre monde. Et nous devons nous préparer et maîtriser cet outil pour que notre parole porte le mieux et soit la plus convaincante possible lorsque nous avons à convaincre. En ce qui concerne la configuration de la plateforme utilisée, chacune d'elles est différente. Les deux points importants qui me semblent importants, c'est d'une part de préserver la confidentialité de nos échanges, et pour cela, vous avez un certain nombre d'outils au sein de chacune de ces plateformes qui permettent d'organiser la confidentialité des échanges, soit par l'envoi de mots de passe, soit par des communications cryptées. C'est à vous de voir quelle est la plateforme la plus adaptée à la protection de la communication que vous voulez donner, la protection que vous voulez donner à vos communications. Chacune de ces plateformes également propose un certain nombre d'outils comme le partage d'écran, le partage de documents et également, chez Zoom en tout cas, des salles de réunion qui permettent d'aller à la fois d'avoir des réunions publiques, entre guillemets, avec tous les participants à la réunion ou à la médiation, et puis, ou alors, ensuite d'avoir des réunions privées qui permettent de s'entretenir avec une personne en particulier et non pas avec toutes. Comme si vous passiez de votre salle de conférence dans le cabinet à un bureau privé. Pour ce qui est de la préparation de l'environnement de la visioconférence, il faut concevoir son bureau ou un bureau que l'on affecte à la visioconférence comme un studio. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut d'abord, bien sûr, une caméra. Et le plus souvent, on va utiliser la caméra de son ordinateur. Cette caméra, elle doit être placée à peu près au niveau des yeux, du regard. Car une chose très importante en visioconférence est qu'il faut que le regard se dirige sur l'objectif de la caméra. C'est une des principales difficultés de cet exercice. Donc, au niveau des yeux, on place l'objectif de la caméra. Ne le placez pas trop haut ni trop bas parce que sinon, vous aurez un effet de plongée, une prise de vue en plongée ou en contre-plongée, ce qui n'est pas souvent flatteur pour la plupart d'entre nous. Ensuite, bien sûr, c'est le son. Le son est peut-être le plus important. Lorsque vous pratiquez la visioconférence, il faut que vous disposiez d'un bon micro, ça peut être le micro de votre ordinateur, il y en a qui sont très bons, mais il existe aussi des micros USB qui se branchent sur l'ordinateur et qui permettent d'avoir un meilleur son pour vous entendre. Ici, pour aujourd'hui, j'utilise, moi, le son, les micros qui sont dans mes AirPods, parce que je trouve que l'utilisation des écouteurs, et notamment, surtout même sans fil, est très utile pour la pratique de la visioconférence. Enfin, une des choses aussi très importantes
est l'éclairage, la manière dont on éclaire, dont on s'éclaire lorsqu'on parle devant une caméra. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous pratiquent la photographie. Pour cela, ce sera assez naturel et ce que je vais dire est assez simple et basique. Mais en photographie, on parle de lumière douce ou de lumière dure. Il est beaucoup plus avantageux d'utiliser ce qu'on appelle des lumières douces, c'est-à-dire celles qui ne créent pas d'ombre trop accentuée sur le visage, sauf à vouloir provoquer un effet dramatique. Et l'emplacement des lumières est aussi très important. Il est recommandé d'utiliser soit une lumière qui est face à vous, comme ce que l'on fait ici aujourd'hui, soit d'avoir 2 points de lumière sur les côtés, afin que les 2 côtés de votre visage soient bien éclairés. Là encore, essayez d'éviter les lumières qui provoquent des ombres dures sur une partie du visage. Ça veut dire un point de lumière placé trop sur le côté, ce qui fait qu'une partie sera bien éclairée, mais pas l'autre, ou bien un point de lumière placé trop au-dessus de vous, de visage, pardon, ou trop en dessous, car à ce moment-là, les ombres seront, dans le premier cas, sur le bas du visage, sur le haut sur le bas du visage, et dans le deuxième cas, sur le haut du visage, ce qui ne présente pas bien. Enfin, sur la lumière, veillez à ce qu'il n'y ait pas de lumière en contre-jour, parce que sinon, on ne verra pas bien votre visage, et donc cela gêne la présentation. Dernière chose pour la préparation de l'environnement de la visioconférence, il est important de penser au fond que l'on a derrière soi. Ici, nous avons choisi d'avoir un fond très neutre, un fond blanc, mais il est évident que vous pouvez avoir bien sûr d'autres fonds réels, et il faut penser à ce qu'il y a derrière, parce que les personnes qui vont vous regarder vous, mais également ce qu'il y a autour de vous. Il existe aussi des fonds virtuels qui sont proposés par les plateformes de visioconférence, et ces fonds virtuels peuvent être utilisés lorsque vous voulez masquer justement un fond qui ne vous convient pas. Toujours dans le cadre de la préparation de la visioconférence, il faut penser à la manière dont on va présenter ces documents. Là, il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure est le cas où l'on doit lire un document, parce que c'est son texte de présentation, par exemple, mais qu'on ne souhaite pas le montrer. À ce moment-là, il est utile de créer son système de prompteur. Comment fait-on? 2 manières de faire. Soit vous avez un seul écran, et à ce moment-là, il est utile de diviser l'écran en 2 parties. Une partie de l'écran va présenter le texte que vous lirez, et l'autre partie, eh bien, là, sera le logiciel de plateforme de visioconférence qui vous permettra de maîtriser, de voir vos interlocuteurs, et également de maîtriser l'organisation de la visioconférence. Si vous avez 2 écrans, c'est encore mieux, c'est plus agréable à ce moment-là, parce que vous utilisez un écran pour avoir le texte, et cet écran doit être placé à côté pour que votre regard ne soit pas trop détourné de la caméra. Vous voyez, si jamais je regarde trop de ce côté, à ce moment-là, je perds le contact visuel avec vous. Et puis l'autre écran avec l'application de la plateforme et bien sûr la caméra. Enfin, si un document doit être montré, eh bien, il faut maîtriser l'outil de partage d'écran qui est souvent proposé avec ces plateformes. Et pour cela, eh bien, il faut s'y préparer un peu en avance, parce que vous voyez, dans notre cas aujourd'hui, on a eu quelques difficultés à s'adapter à l'outil spécifique qui est utilisé par le Congrès. Ensuite, chose importante à préparer avant la visioconférence,
c'est la manière dont on va interagir, dont l'intervenant va interagir avec les participants. Les recommandations qui doivent être données pour les participants, c'est d'entrer dans la salle de visioconférence avec le micro coupé, d'activer sa caméra, puisque pour qu'on puisse vous voir, et lorsqu'on souhaite prendre la parole, d'envoyer, souvent sur les applications de visioconférence, il y a un outil qui permet de lever la main, entre guillemets, afin d'indiquer à l'intervenant que vous souhaitez parler. À ce moment-là, il faut utiliser cet outil plutôt que de rallumer son micro pour parler directement. Enfin, l'outil du chat est très utile, bien sûr, pour poser des questions et faire des commentaires. En ce qui concerne l'intervenant, il est utile, recommandé, d'abord pour établir le contact avec chacun des participants, de faire le tour des participants et, si le nombre le permet, de leur demander de se présenter. Enfin, il est important de prévoir un temps de circulation de la parole pour que chaque participant puisse s'exprimer s'il le souhaite. Et d'ailleurs, cela me fait penser que je dois revenir sur la petite, voilà, la présentation. Je vois toujours Valérie qui prend des notes. Alors, sachez qu'on va vous adresser le petit PowerPoint qu'on a préparé avec Georges. Et je regarde mon petit chat pour voir s'il y a… En fait, tu le regardes. Ah, voilà. Je suis dessus. Mon Georges, tu es parfait. Je suis dessus. Mais bien sûr. C'est exactement. Je me suis mis sur le côté pour ça. Voilà. Génial. Voilà. Donc, Georges regarde le chat pour voir s'il y a des questions. Donc, je reviens à mon petit document et vous voyez là, ce n'est pas très pratique parce que je dois faire un aller-retour entre l'un et l'autre. La présentation physique. Il est très important de veiller à une bonne distance entre la caméra et le visage, surtout si vous êtes assis. Si vous êtes trop près de la caméra, si vous êtes en gros plan, cela n'est pas très agréable et vous perdez en force de conviction, me semble-t-il. Il y a le choix, bien sûr, de la posture. Est-ce que vous serez assis ou debout? Dans tous les cas, il faut être droit et être dynamique. Pas du tout avachi, bien entendu, lorsqu'on est assis. Il faut être droit et dynamique lorsqu'on s'exprime à quelqu'un. Le regard, j'en ai déjà parlé, mais je le redis, parce que si vous devez retenir une seule chose de cet atelier, c'est celle-ci. Lorsqu'on parle en visioconférence, on regarde la caméra. Ce n'est pas très agréable, je veux dire par là que ça peut déconcerter parce qu'on ne voit pas les yeux des personnes qui sont pourtant à l'écran. On aimerait les regarder et notre regard est attiré vers, bien sûr, le regard des participants, voire même, chose à éviter, vers notre propre regard lorsqu'il y a la vignette de l'orateur sur le côté. Non, il faut vraiment veiller à regarder la caméra parce que vous, participants, c'est ce que vous voyez. Si je ne regarde pas la caméra, vous n'aurez pas l'impression que je vous regarde dans les yeux. Tu me permets une remarque? Et bien sûr, Georges. J'arrive sur scène. En fait, là, s'agissant de ce que vient de dire Mathieu, c'est évidemment fondamental, la question du regard, à ceci près que, en l'espèce, dans la mesure où nous sommes à une certaine distance de ton écran, en fait, le fait de regarder éventuellement les yeux, là, par exemple, je regarde les yeux de Valérie Chavannes, ça ne se voit pas nécessairement que je ne regarde pas l'œil de la caméra, la focale de la caméra. Tout simplement parce que si vous êtes à une grande distance, l'angle est suffisamment petit pour qu'on ne puisse pas de l'autre côté percevoir que vous ne regardez pas la caméra. En revanche, parce que l'immense majorité des visios auxquelles nous participons, c'est dans un cadre de bureau, que ce soit un bureau installé au cabinet ou en itinérance, et où nous sommes assis à un bureau, sur une table, l'ordinateur posé sur une table, voire une visio avec notre téléphone. Et donc, dans ces cas-là, si je me rapproche et que là, par exemple, je regarde les yeux
de Valérie Chavannes, qui heureusement qu'elle est là et qu'elle me regarde parce que ça nous permet de rebondir. Si je regarde vos yeux, là, incontestablement, on voit que je ne regarde pas la caméra. Alors que si je me recule et que je continue de la regarder, en réalité, on ne voit pas cette différence. Donc ça, c'était un point important parce que la plupart du temps, actuellement, toutes les visios que nous expérimentons maintenant depuis quasiment une demi-année, eh bien, nous sommes assez proches de la caméra. Et c'est vrai que c'est très troublant parce que le réflexe humain naturel en société consiste à regarder une personne dans les yeux, parce que inconsciemment, on se dit que ce n'est pas poli, et à juste titre, de ne pas regarder quelqu'un dans les yeux, de ne pas regarder les personnes auxquelles on s'adresse. Et donc, c'est très déstabilisant, d'autant plus que la plupart du temps, et là je fais bien attention de regarder l'œil de la caméra, la plupart du temps, c'est le cas présentement, j'ai l'image de Valérie, j'ai l'image de Valérie à l'écran. Donc j'ai une vraie tentation de la regarder dans les yeux, d'autant plus que les personnes qui nous regardent font des mouvements de la tête, opinent du chef, et donc dans ces cas-là, lorsqu'il y a ces confirmations de réception de messages, vous êtes encore plus tenté de regarder la personne. Et c'est vraiment un exercice fondamental, ce que vient de vous dire Mathieu. Pour le coup, s'il y a bien un exercice qui mérite que vous vous entraîniez à la maison à regarder et à parler devant une caméra, c'est bien celui-ci. Et je crois, Georges, que tu as une petite technique pour qu'on regarde bien l'œil de la caméra. C'est de mettre un post-it, tu dis, à côté de la caméra, afin de bien rappeler, parce qu'on l'oublie très facilement, qu'il est nécessaire de regarder l'œil de la caméra. Alors en fait, pour ça, je me suis tout simplement inspiré des techniques théâtrales. C'est une forme de didascalie, mais visuelle. Vous savez tous ce que sont les didascalies, à savoir ces indications de jeu ou de mise en scène dans les textes de théâtre. Eh bien, à l'instar d'une didascalie, c'est vrai que quand vous n'avez pas l'habitude de regarder en visio, de regarder les gens dans l'œil de la caméra, et non de les regarder dans les yeux, c'est vrai que le post-it, ça permet de vous faire un petit rappel. Au départ, vous écrivez tout ce que vous voulez. Moi, je sais que les premières fois, lorsque je pratiquais ce type d'exercice, j'avais mis un post-it de chaque côté de la caméra où j'avais mis des yeux, tout simplement. Bon, ça peut paraître un peu ridicule, mais j'avais tout simplement mis des yeux. D'autres fois, j'avais écrit regard pour m'envoyer un message à moi-même. Voilà mon intervention à ce stade-là. Je te laisse. Elle est très utile. Elle est très utile, mon cher Georges, parce que c'est une des clés afin de bien parler en visioconférence. Et voyez, par exemple, là, je vous ai perdu, j'ai perdu votre regard. Dans l'expression orale, la présentation physique est très importante. Je veux dire par là que la posture, la manière dont on parle est très importante. Quand je dis la manière dont on parle, ce n'est pas simplement la voix, le débit, les silences que l'on fait afin de marquer les mots et d'être bien intelligible. C'est aussi le regard qui soutient la parole, ce sont les gestes que l'on fait. C'est un ensemble de choses qui fait que votre présentation sera agréable à regarder et convaincante. Je vous donne un exemple négatif. Si je commence à me toucher les cheveux, à faire des autocontacts, à me tournicoter les mains, à me dandiner sur les pieds, à marcher de long en large, je commence à vous perdre. Vous commencez à avoir moins d'envie de me regarder. Donc, il faut être droit, le plus propre, entre guillemets, possible. Propre, c'est-à-dire dessiné dans les gestes. Parfois, on a l'impression d'exagérer, mais en fait, non. Et puis, bien sûr, bien penser à la voix et à l'élocution. Alors, je poursuis avec... Hop, pardonnez-moi, je retrouve mon petit PowerPoint. La voix, j'en ai parlé. Et maintenant, nous arrivons à la préparation du discours. Ce que nous voulons vous dire, c'est que le discours
c'est une action dynamique engagée par l'orateur pour atteindre un objectif. Un discours a un but, votre but, le but que vous voulez atteindre lorsque vous parlez à quelqu'un. On ne parle pas en l'air, on parle pour arriver à quelque chose. Une autre définition du discours, et celle-ci, c'est un voyage organisé par l'orateur pour amener son auditoire à le suivre et atteindre une nouvelle destination avec lui. Lorsqu'on parle à quelqu'un, c'est pour l'emmener avec soi vers quelque chose, vers une action, à adhérer à une idée, à un engagement, le convaincre d'agir. Dès lors, dans les 4 questions que nous nous posons lorsque nous préparons un discours, pourquoi, qui, comment, quoi, la question la plus importante est pourquoi. Que veut-on obtenir par sa prise de parole? C'est la première question que nous allons voir. Pourquoi? Pourquoi parler? Pourquoi parler à telle personne, à tel groupe? Quel est l'objectif que l'on poursuit en prenant la parole? Ce peut être un objectif de donner simplement des informations. J'informe quelqu'un, un groupe de telle situation. C'est le discours le moins persuasif, le moins convaincant. C'est un discours neutre. Je donne des informations. Même là, bien sûr, il faut être intelligible. L'autre discours, celui qu'on attend des avocats lorsque nous plaidons, lorsque nous sommes en négociation, lorsque on défend une thèse, c'est le discours pour convaincre. Et puis, un autre discours encore, plus loin dans l'engagement, qui va beaucoup plus loin dans l'engagement, c'est le discours pour amener son auditoire à accomplir ou renoncer à une action. C'est le discours d'engagement. Lorsque vous préparez votre prise de parole, votre discours, donc, quand j'appelle discours, n'entendez pas un discours de 2 heures ou de 3 heures. Un discours, ça peut être aussi un pitch de 3 minutes. Un discours, c'est une prise de parole. Lorsqu'on s'adresse à un auditoire, on doit donc bien avoir un objectif bien clair. Et souvent, le plus efficace, c'est de poursuivre un seul objectif. Un discours, un objectif, un discours. Ne pas poursuivre plusieurs objectifs dans un discours, sinon vous perdez en force. Deuxième question, c'est bien sûr qui. À qui s'adresse-t-on? On doit prendre en compte le degré de connaissance du sujet par son auditoire. On ne s'adresse pas de la même manière à des personnes qui ne connaissent rien sur le sujet dont on va parler ou à des personnes qui sont spécialistes. Il faut aussi prendre en compte le degré, lorsqu'on cherche à convaincre, le degré préalable d'adhésion ou de rejet de l'auditoire par rapport à l'objectif que l'on poursuit. On ne s'adresse pas de la même manière à un auditoire hostile ou à un auditoire qui nous est presque acquis. Enfin, il faut prendre en compte ce que les Grecs appelaient l'éthos, c'est-à-dire la manière dont l'auditoire perçoit l'orateur, la personnalité de l'orateur ou plutôt ce qu'il dégage, les valeurs qu'il représente, son histoire, sa personnalité. Il faut y penser parce que l'auditoire a une image de vous, même s'il ne vous connaît pas. Au premier moment où vous vous présentez devant lui, il aura une image de vous par la manière dont vous êtes habillé, par la manière dont vous bougez, par la manière dont vous parlez. Et bien souvent, il a déjà entendu parler de vous, ne serait-ce que dans les présentations qui sont faites des orateurs sur les prospectus, par exemple, pour des conférences, mais également par tous ces systèmes maintenant de réputationnels, les réseaux sociaux ou tout simplement par la renommée de l'orateur dans tel et tel domaine d'activité. Alors là aussi, vous devez réfléchir, penser à ce à quoi l'auditeur pense quand il pense à vous.
Troisième question, comment? Comment, avec quel type d'argument va-t-on parvenir à atteindre son objectif? Et là, nous avons trois types d'arguments. Nous avons, et c'est les plus communément utilisés, les arguments rationnels. C'est la raison. On parle de ses idées, de concepts. On développe un discours logique et rationnel. Pour nous, avocats, c'est la présentation des textes, de nos raisonnements juridiques. La seule utilisation des arguments rationnels ne suffit pas à convaincre dans la plupart des cas, même dans des explications les plus scientifiques. Très souvent, il est nécessaire d'utiliser des arguments émotionnels, d'utiliser l'émotion, de faire appel aux sentiments, aux valeurs, aux rêves, à la subjectivité. Enfin, troisième type d'argument, ceci repose sur les faits, ce sont les preuves par les faits et des exemples concrets. Voilà les trois types d'arguments que vous allez devoir utiliser pour atteindre votre objectif que vous vous êtes fixé en parlant à un auditoire. Et enfin, pourquoi dire? Que dire? Que dira-t-on? Eh bien, je vais vous dire, et ça va peut-être choquer certains d'entre vous, peu importe ce que vous direz. Dès lors que vous utilisez tout ce qui est utile pour atteindre votre objectif en tenant compte de votre auditoire et de ce qu'on représente pour lui pour parler du sujet. Il est bien évident que lorsque nous nous adressons à un juge, eh bien, qu'est-ce qui est utile pour atteindre mon objectif qui est de le convaincre de donner raison à la thèse que je développe pour les intérêts de mon client? Eh bien, c'est le plus souvent, bien sûr, développer des arguments rationnels, d'utiliser de faire valoir la jurisprudence qui est favorable aux intérêts de mon client. Mais c'est aussi de faire appel à l'émotion, au sentiment, en racontant non pas des histoires, mais en racontant souvent une histoire qui illustre les arguments rationnels que je développe, qui incarne concrètement dans la réalité les arguments rationnels que je développe. C'est-à-dire, quel est l'effet du jugement que je vous demande de prononcer sur la vie de cette entreprise, sur la vie de cet homme, sur les conséquences pour ma cliente. Dès lors que vous avez clairement défini votre objectif, le pourquoi je parle à cette personne, les choses viennent naturellement. Vous développez vos arguments naturellement et vous utilisez plus ou moins d'arguments rationnels et plus ou moins d'arguments émotionnels et plus ou moins d'arguments factuels, puisque vous savez que tel et tel argument sera plus fort pour arriver à votre objectif. Nous abordons maintenant la troisième partie de cet atelier qui porte sur la structuration du discours. Comment va-t-on structurer notre discours? Alors, pour cela, les Grecs anciens, lorsqu'ils ont inventé la rhétorique, parlaient d'inventio. L'inventio, ce sont les différentes étapes que l'orateur doit suivre pour arriver à son but. Ils ont structuré de manière classique le discours en 6 étapes. Je vais maintenant laisser la parole à Georges pour vous présenter ces 6 étapes. Mon cher Georges, c'est à toi. Merci Mathieu. 6 étapes, c'est vrai qu'il y a 6 étapes. Alors, suivant les ouvrages, parfois, on dit 5, d'autres 7. Et ces 6 étapes qui ont été définies par les rhéteurs antiques, ce sont les 6 étapes qui permettent à la fois de capter l'attention, de conserver l'attention, de placer au meilleur moment vos arguments. Quand je dis au meilleur moment, c'est les moments où ils vont pouvoir être écoutés, compris et retenus, voire notés par les magistrats.
et ensuite comment on marque le souvenir de ceux auxquels nous nous adressons. Alors là, je viens de dire magistrat et ensuite ceux auxquels nous nous adressons. Mathieu vous l'a dit tout à l'heure et il a bien fait de le rappeler, lorsque nous employons le terme discours, c'est dans son sens générique. C'est-à-dire qu'un discours, c'est une plaidoirie, c'est un entretien, c'est une négociation, c'est une présentation, bref, c'est tout acte de communication orale, verbale. Donc ce n'est pas simplement un discours en assemblée, d'ailleurs on pourrait en reparler, hein, des trois genres de discours. Vous savez qu'il existe trois grandes catégories de discours, en tout cas les rhéteurs antiques les ont classés suivant trois genres: le genre judiciaire, le genre délibératif et le genre épidictique. Eh bien, aussi bien dans une plaidoirie que dans n'importe quel autre type de discours, nous pouvons nous-mêmes, avocats, dans une plaidoirie, faire appel aussi bien au genre judiciaire qu'au genre délibératif. Ça, si vous voulez que je développe un peu plus, n'hésitez pas à utiliser le chat. Là, c'est Mathieu qui est passé sur le chat et qui me fera part de vos éventuelles questions. Mais revenons donc à ces 6 parties. Ces 6 parties, je vous les annonce très brièvement et ensuite je vais développer plus précisément chacune de ces 5, 6 ou 7 parties. Personnellement, j'ai plutôt l'habitude de parler de cette partie. Cette partie, quelles sont-elles? Exorde, narration, problématique, confirmation, réfutation, digression, péroraison. Je reviens sur chacune de ces parties. L'exorde, qu'est-ce que c'est? Les rhéteurs antiques, et notamment les rhéteurs latins, disaient que le but de l'exorde, c'est la captatio benevolentiae. Mathieu vous en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure en parlant d'éthos. L'éthos, c'est ce sentiment naturel qu'une personne dégage. Que vous le vouliez ou non, lorsque vous apparaissez à un endroit, que ce soit derrière une caméra, dans une salle d'audience, dans une salle de réunion ou même dans la rue, eh bien, les personnes qui nous regardent, qui vous regardent, se font une opinion de vous. Et donc ça a un effet, un impact sur la façon dont les personnes reçoivent vos mots, vos phrases, vos arguments, vos messages de manière générale. C'est important d'avoir conscience de cet ethos pour adapter sa façon de parler et notamment, puisque j'en parle, d'adapter son exorde. Captatio benevolentiae. Ça, c'était l'expression latine. Moi, j'ai trouvé une expression un peu plus moderne et c'est en tout cas ainsi que je la traduis devant les personnes devant lesquelles je dispense mes différentes formations ou conférences. Le but de l'exorde, c'est maintenant, vous allez m'écouter. Alors, c'est une phrase implicite, une phrase non dite, mais c'est le but. Et maintenant, vous allez m'écouter, ça peut passer de différentes façons. Ça peut évidemment être un mot, une phrase, mais ça peut être également un silence. C'est une bonne façon, le silence. Soit de capter une première attention, soit par exemple de jouer avec ce que j'appelle les courbes de l'attention pour remobiliser les courbes de l'attention des personnes qui vous écoutent. Vous savez que les courbes de l'attention, pour ceux qui s'y intéressent, la courbe de l'attention de chaque être humain est une forme sinusoïdale. Et donc, qu'on le veuille ou non, l'attention varie. Alors après, en fonction de chaque personne, il y a des longueurs d'onde qui sont plus ou moins importantes. Il y a des cerveaux qui sont plus ou moins accélérés que d'autres. Et donc, il faut jouer là-dessus. Et le but de l'exorde, c'est cela. Et je vais vous donner une anecdote pour vous parler de l'impact du silence. C'était un chef d'orchestre qui était interrogé par un journaliste sur les oraux et sur les examens d'entrée au Conservatoire national de musique. Il lui était demandé la chose suivante: sur quels critères? Est-ce que c'est sur la formation, sur le parcours de l'impétrant? Est-ce que c'est sur la façon dont il tient la baguette que vous allez les sélectionner? Et là, il décrit la scène. Il explique que les oraux, les jurys, lorsqu'ils reçoivent les candidats dans le cadre du grand oral au Conservatoire national de musique, appellent les candidats les uns après les autres par leur nom. Le candidat appelé par son nom ouvre la porte,
passe la porte, le pas de la porte, il referme la porte, et ensuite il parcourt les 3-4 mètres qui le séparent de la porte au pupitre. Et là, le chef d'orchestre répond, lorsque ce candidat arrive au pupitre, je sais déjà si je vais le sélectionner ou pas. Il n'a pas dit un mot. Et pourtant, son exorde était là. C'est-à-dire qu'il a donné envie d'être recruté. Il a donné envie d'être écouté, d'être suivi. Suivi, je rebondis tout à l'heure d'ailleurs sur l'image fort à propos que vous a donnée Mathieu, à savoir que parler à quelqu'un, c'est emmener cette personne-là en balade. Et pour revenir à cet exemple-là, et notamment l'exemple de l'exorde avec ce chef d'orchestre, lorsqu'un avocat prend la parole, parce qu'un magistrat lui dit en salle d'audience, maître, vous avez la parole. En réalité, sa plaidoirie ne commence pas à cet instant-là. Et d'ailleurs, on le sait tous, il y a des avocats qui sont concentrés et qui sont tout de suite dans le dossier, des avocats qui ne sont pas du tout dans le dossier, et on l'a tous observé dans une salle d'audience, qui pour entrer dans leur plaidoirie, qui pour entrer dans leur dossier, passent 1 minute, quand ce n'est pas davantage, à tourner autour du dossier, à faire ce qu'on appelle en rhétorique un métadiscours. Ça, il n'y a rien de pire pour perdre l'attention d'un magistrat. Et souvenez-vous que un des avocats les plus illustres de l'histoire, Cicéron, un de nos grands prédécesseurs, a dit le but de l'avocat est de répondre le plus vite possible à l'attente des magistrats. À défaut, ils risquent de perdre leur attention. Ça, pour les amateurs de Cicéron et de lecture, c'est dans son ouvrage sur la rhétorique, qui date d'il y a 2 millénaires. Donc vous voyez qu'il y a 2 millénaires, on s'intéressait déjà à la science du langage, à la science de la plaidoirie, à la science du discours de manière générale, et on s'intéressait à la façon dont les messages que nous émettions pouvaient être reçus. En l'espèce, Cicéron s'intéressait évidemment à la façon dont les magistrats recevaient le message. L'exorde, maintenant vous allez m'écouter. Ça implique, et je rebondis une fois de plus sur ce que disait tout à l'heure Mathieu, ça implique de bien se connaître, et ça implique de se poser la question des personnes auxquelles nous allons nous adresser. Est-ce qu'on les voit ou est-ce qu'on ne les voit pas? Alors avant, on ne se posait pas cette question-là. Mais depuis 6 mois, depuis le mois de mars dernier, maintenant, on se pose la question de savoir si on voit les personnes auxquelles on s'adresse ou si on ne les voit pas. Ne pas voir quelqu'un à qui on s'adresse, ça veut dire ne pas avoir d'interaction. Donc du coup, il faut d'autant plus se préparer en amont parce qu'on ne peut pas voir l'interaction avec les regards, l'interaction avec les visages qui opinent du chef et qui, à ce moment-là, viennent, employons les termes intimes, qui viennent vous rassurer. Parce que c'est ça qu'un orateur cherche dans le regard de ceux qui se trouvent devant eux. Il cherche à se rassurer sur, premièrement, est-ce que les gens qui sont en face de moi m'écoutent? Deuxièmement, est-ce qu'ils me suivent? Est-ce qu'ils donnent l'impression de comprendre ce que je dis? Et troisièmement, est-ce qu'ils sont d'accord avec moi? Et d'ailleurs, vous avez tous remarqué, lorsque quelqu'un en face de vous qui essaye de vous passer un message, de temps en temps, il va appuyer son regard sur vous, que vous soyez seul en face de lui ou à plusieurs devant lui. Et ce regard, vous le savez tous, ce que ce regard signifie implicitement, c'est est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire? Et ça, pour le coup, si je passe d'une salle de plaidoirie à une salle de réunion où nous sommes en négociation, là, pour le coup, la façon de réagir là-dessus n'est pas la même. Parce que autant dans une salle d'audience, si je suis en interaction avec un magistrat, que j'essaie de séduire, parce que je n'oublie pas que c'est lui qui prend la décision, quand bien même j'aurais utilisé les meilleurs arguments de l'univers. Là, je peux tenter d'entrer en connivence avec lui. En revanche, si je suis en négociation et que je souhaite marquer ma supériorité par rapport à mon contradicteur, ou à tout le moins que je ne souhaite pas le mettre dans une situation de confort, eh bien, lorsqu'il va chercher mon regard, je vais faire à dessein tout autre chose. Je vais par exemple prendre des notes.
ou lorsque je le regarde et qu'il recherche une approbation de ma part, eh bien là, à ce moment-là, je ne lui donnerai aucune approbation. Donc ça, j'ai un peu dérivé de l'exorde. L'exorde, j'y reviens, j'ai ouvert une grande parenthèse, vous me pardonnerez, j'espère. Je reviens à l'exorde. L'exorde, maintenant, vous allez m'écouter. Mais ce maintenant, vous allez m'écouter, en matière de plaidoirie, il signifie autre chose. Il se trouve que j'ai une pratique de plaidoirie qui est très majoritairement de plaidoirie au pénal, que ce soit en correctionnel ou aux assises, mais il y a encore 2 jours, je donnais une formation dans le cadre de la commission verte famille du barreau sur les techniques de plaidoirie spécifiques au droit de la famille. J'ai déjà donné des formations dans d'autres domaines, que ce soit devant des travaillistes, devant des commercialistes. Il y a un point commun qui nous réunit tous, c'est qu'on ne peut pas commencer une plaidoirie sans avoir préparé sa première phrase. Ça, c'est fondamental. Du moins, c'est mon point de vue et j'espère que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis, vous ne manquerez pas d'écrire sur le chat. Mathieu est à côté de moi devant l'écran pour vérifier que vous posez des questions ou pas. Donc, n'hésitez pas, surtout c'est très important qu'il y ait une interaction entre nous. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir sur le chat. Moi, je suis intimement convaincu que c'est primordial de préparer sa première phrase. Pourquoi? Parce que c'est justement la captatio benevolentiae. Systématiquement, dans mes plaidoiries, j'écris, d'ailleurs, je vous dis ma première phrase, la plupart du temps, j'écris même mes 2 premières phrases. Et non seulement j'écris ma première phrase, mais j'écris ma dernière phrase également, et j'y reviendrai lorsque je parlerai tout à l'heure de la dernière partie du discours. Donc ça, c'est un des points que nous, avocats, avons d'évoquer l'exorde. Deuxième partie, la narration. La narration, si je fais un parallèle avec la plaidoirie, la narration, c'est tout simplement le rappel des faits. Le rappel des faits, du coup, pour moi, la narration, c'est une partie qui, appliquée à la plaidoirie, est facultative. Pourquoi facultative? Si je reprends mon exemple au pénal, si je suis devant une juridiction correctionnelle, les magistrats auront fait un rapport sur le dossier, auront rappelé les faits. Si je suis devant un juge consulaire, je plaide devant le tribunal de commerce et plus précisément devant un juge rapporteur. Ce juge rapporteur, il a reçu quelques jours auparavant nos dossiers de plaidoirie et donc du coup, ça n'est pas la peine non plus de rappeler les faits parce qu'il connaît le dossier. Le rappel des faits, ça n'aurait qu'un seul effet dans ce cas-là, c'est tout simplement d'agacer le magistrat parce qu'on lui fait perdre notre temps. Et d'ailleurs, pour ceux qui d'entre vous plaident au consulaire devant des juges rapporteurs, vous le voyez bien, vous le savez, il se trouve que je plaide aussi devant les juges commerciaux. Les juges commerciaux, la plupart du temps, en fait, ils n'attendent pas de plaidoirie de notre part. Ils n'attendent même pas des observations, ils attendent des réponses à leurs questions, la plupart du temps. Ça, c'est pour vous expliquer pourquoi la narration est facultative. Non seulement la narration est facultative, mais elle peut arriver en 3e position, et non pas en 2e, parce qu'il y a 2 parties qui sont interchangeables en termes de position. La 3e partie que j'évoque maintenant, c'est la problématique. La problématique, pour nous juristes, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle la question de droit. En somme, à quelle question au singulier ou au pluriel, vais-je répondre? Donc là, elles doivent être clairement énoncées, et c'est là qu'on retombe sur la phrase de Cicéron que je vous donnais tout à l'heure, à savoir qu'il est important de répondre le plus vite possible. Souvent, les avocats ont tendance à utiliser le phénomène de surprise. Sauf que la surprise, étirée sur le temps, et le temps est très court, étirée sur le temps, elle n'a malheureusement pour effet que de perdre l'attention des magistrats. Exorde, narration, problématique, les 2 étant interchangeables. Les 3e et 4e parties qui arrivent sont la confirmation et la réfutation. La confirmation, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement les arguments au soutien de votre thèse, au soutien de votre client, au soutien de votre dossier. La réfutation, ça n'est pas simplement l'évocation des arguments de la partie adverse. C'est, premièrement, l'évocation des arguments adverses, mais c'est aussi et surtout la déconstruction. Et donc ça, pour déconstruire, pour faire de la réfutation comme pour faire de la confirmation, c'est très important de savoir comment on construit un argument. C'est la fameuse technique en escalier, c'est-à-dire que quand on se pose une question, on se demande, et d'ailleurs je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure,
La question fondamentale, c'est pourquoi. Pourquoi j'arrive à telle réponse? Comment je parviens à tel raisonnement? Et cette réponse doit susciter une nouvelle question, de telle sorte qu'on arrive à se poser 10 fois la question pourquoi et qu'on arrive à construire ainsi un argument en escalier. Cet argument en escalier a deux avantages. Il y a deux effets. Premièrement, il a pour effet de construire votre argumentation, tout simplement. Et deuxièmement, il a pour avantage de vérifier si votre escalier argumentatif est bancal ou au contraire est solide. En somme, de vous soumettre vous-même à votre contradiction. Vous savez, c'est un peu comme si vous passiez au bureau d'à côté et que vous alliez voir votre consort ou votre confrère et que vous disiez, écoute, dans tel dossier, j'ai telle question qui se pose et j'ai trouvé tel argument, je voudrais en discuter avec toi. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites si ce n'est soumettre votre argumentation à la contradiction? On a fait les 5 parties: exorde, narration, problématique, confirmation, réfutation. Il y a une 6e partie qui souvent est facultative, qu'on appelle la digression. La digression est une forme de respiration. En réalité, la digression, elle ne traite pas du sujet. Et la digression, elle est d'autant plus facultative que lorsque vous êtes, par exemple, dans une intervention assez brève, pour le coup, la digression est presque interdite, parce que vous avez tellement peu de temps que vous n'aurez pas la possibilité de faire des digressions. Néanmoins, je vous en parle pourquoi? Je vous en parle parce que lorsque vous faites une intervention longue et que vous savez que, vous vous souvenez que la courbe de l'attention est une courbe de forme sinusoïdale, vous savez qu'inéluctablement, vous allez perdre l'attention de certaines personnes. Et la digression, elle permet de remobiliser l'attention. Qu'est-ce que c'est la digression? C'est une anecdote, un trait d'humour, qui peut avoir un lien plus ou moins direct avec votre dossier. Mais en tout cas, c'est une respiration d'esprit. Le message qui est implicitement, inconsciemment envoyé à vos auditeurs, aux récepteurs de vos messages, c'est, là, à ce moment-là, je ne suis plus en train de traiter mon dossier. Donc, implicitement, vous êtes en train de leur dire, je n'appelle plus vos facultés cognitives. Je n'ai plus besoin de votre attention en termes cognitifs. Et donc ça, du coup, ça repose l'esprit. La dernière partie, la 7e et dernière partie, que nous appelons la péroraison. La péroraison, ça n'est pas une conclusion, ça n'est pas une façon de répéter. Et d'ailleurs, vous le savez tous, lorsque nous plaidons devant les magistrats et que certains avocats se mettent à répéter ce qu'ils ont déjà dit précédemment, les magistrats ne manquent pas à juste titre de leur dire « Maître, vous l'avez déjà dit. Maître, c'est la 3e fois que vous le dites. » Et donc, évidemment, la péroraison, ce n'est pas une répétition. Et finir une plaidoirie par une répétition, c'est plutôt marquer de manière négative le souvenir du magistrat. Je vous disais tout à l'heure que l'exorde, je le traduis de façon moderne en disant « maintenant vous allez m'écouter ». Eh bien, si je devais traduire la péroraison de manière un peu coutumière ou un peu ordinaire, je dirais que la péroraison, c'est « après cela, vous vous souviendrez de moi ». Et donc, c'est pour ça, et je vous disais tout à l'heure que non seulement j'écris ma première ou mes 2 premières phrases d'une plaidoirie, mais j'écris également ma dernière phrase d'une plaidoirie. Après, je dirais si systématiquement je la respecte ou pas. Mais en tout cas, j'écris ma dernière phrase d'une plaidoirie parce que la problématique récurrente des avocats, c'est de ne pas savoir par quel propos terminer. Et donc, comme quand on entre dans cette spirale de « mince, je ne sais plus comment je peux terminer parce qu'il faut absolument que je trouve un bon mot », c'est là où nous allons entrer dans la mécanique de la répétition incessante et qui devient rapidement insupportable pour ceux qui nous écoutent, parce qu'ils ont bien compris qu'on cherchait à terminer par un bon mot. Et ce bon mot, lorsque vous êtes en improvisation, si vous n'avez pas l'habitude d'improviser, eh bien, ne vous infligez pas cette torture, préparez. Alors, maintenant, je mets un bémol. Pourquoi? Parce que c'est vrai que systématiquement, je prépare ma dernière phrase, mais est-ce que systématiquement, je vais utiliser cette phrase que j'avais écrite? La réponse est non. Pourquoi non? Tout simplement parce que si, à un moment donné, je constate que les magistrats ne sont plus dans l'attention, si les personnes qui sont en face de moi ne sont plus dans l'attention, eh bien, je ne vais pas les perdre davantage, parce qu'à ce moment-là, si je continue de parler devant des personnes qui ne m'écoutent plus,
n'ont plus l'attention suffisante pour comprendre ce que je dis, à ce moment-là, ça s'appelle creuser sa tombe. Et donc, comme je n'aime pas creuser ma tombe, à ce moment-là, il faut savoir faire le deuil de ses idées et arrêter un propos avant, un peu comme les artistes, vous savez, qui ne savent pas terminer, qui ne savent pas se retirer de scène et qui attendent d'avoir une salle vide devant eux pour finalement parvenir à la conclusion, peut-être que je devrais terminer ma carrière. Et c'est à ce moment-là, justement, que je pense qu'il faut que je sorte de scène avant que je ne sois définitivement cramé. Je ne sais pas si tu as vu les questions, Mathieu. Non, je n'ai vu aucune question. Je crois que tu as captivé ton auditoire, J'espère, Georges. j'espère. Et voilà une bonne transition sur comment terminer ce petit discours que tu viens de nous donner, ce très beau discours sur la structuration classique d'un discours. Eh bien, maintenant, je vous propose de répéter un peu ce qu'on vient de dire, ce qui n'est pas une bonne chose à faire dans un discours, mais avec une forme différente, en exposant les 3 phases de la structuration courte d'un discours. Vous avez vu tout à l'heure les 6 étapes. Effectivement, il y en a une 7e qui n'est pas obligatoire à la digression, tu en as parlé. Mais je voudrais avec vous maintenant que l'on voit la structuration courte afin de préparer un exercice que l'on va vous proposer. Structuration courte d'un discours. Comment faire? Tout d'abord, la première phase est la captation de l'attention et de la bienveillance de l'auditoire. Ensuite, le développement de la problématique et la canalisation vers la solution que vous préconisez. Enfin, nous terminerons par l'appel à l'auditoire. Voilà la méthode que je vous propose d'utiliser pour ensuite vous proposer un exercice qui sera le suivant. Ce sera de préparer une présentation que vous voudriez faire devant un panel de clients potentiels qui ont des problèmes similaires ou identiques et à qui vous voulez indiquer la solution que votre cabinet propose. Donc, comment faire cette présentation? En utilisant cette méthode, tout d'abord, je dois capter l'attention et la bienveillance de mon auditoire. Ensuite, je vais développer la problématique qui les concerne et je vais les amener vers la solution que je préconise pour enfin terminer vers un appel à me contacter pour un rendez-vous, pour qu'on discute des cas particuliers, et donc un appel à vous rejoindre. Première phase, la captation de l'attention et de la bienveillance de l'auditoire. Comment se fait-elle? Le plus souvent, on recommande d'utiliser le silence. Quand on commence, avant de commencer à parler, soyez silencieux. Marquez un temps où la seule connexion avec votre public est la connexion visuelle. Et n'oubliez pas, alors excusez-moi, là c'est un vieux réflexe que j'ai, puisque auparavant, ce que l'on conseillait, c'était de regarder chaque partie de la salle dans laquelle se trouve le public et à qui on s'adresse. Mais là, en visioconférence, on n'a pas à aller vers plusieurs parties de la salle. Nous avons la seule caméra à regarder. Donc, connexion visuelle et le silence. Ensuite, nous captons l'attention et la bienveillance par des techniques d'attraction du public. Quelles sont-elles? Une technique d'attraction très forte, c'est la technique du storytelling. Je commence par raconter une histoire. Voilà ce qui m'est arrivé. Voilà ce qui est arrivé à un de mes clients. Voilà ce qui peut vous arriver pour vous chercher pour que les personnes à qui vous vous adressez commencent à s'identifier au personnage, au protagoniste de l'histoire que vous racontez. Ce peut être aussi de commencer son discours par un paradoxe, une information étonnante. Par exemple, 80%
des personnes atteintes du coronavirus risquent de mourir. Soudain, ce n'est pas ce qu'on entend dans les médias, c'est quelque chose d'étonnant. À vous d'ensuite d'expliquer et de justifier. Mais l'information étonnante, la surprise provoque l'attention. Vous allez ensuite avoir une autre technique qui est l'interaction avec l'auditoire avec une question fermée. Qui parmi vous a déjà sauté en parachute? Pardonnez-moi, petite erreur de ma part, j'ai posé une question ouverte. Ce qui appelle souvent à des réponses qui peuvent être plus ou moins longues. Le plus simple est de commencer par une question fermée. Êtes-vous d'accord avec le confinement le soir à partir de 21h? À ce moment-là, il y a une interaction, mais un peu plus légère, entre guillemets, puisque l'auditoire répond oui ou non. Mais il n'y a pas de développement de réponse plus longue. Ensuite, toujours dans cette première phase, exposer la problématique. Eh bien voilà, les entreprises aujourd'hui sont confrontées à un risque de faillite très important en raison de la crise sociale, économique et sanitaire. Et enfin, présentation de la solution que vous souhaitez faire adopter. Voilà la première phase. Nous allons avoir maintenant, dans la deuxième phase, le développement de la problématique et la canalisation vers la solution. Que se passe-t-il pour l'entreprise qui est, par exemple, un restaurateur qui est confronté à la fermeture des restaurants à partir de 21h à Paris et en Île-de-France à compter de 21h? Comment va-t-il faire pour préserver, s'il le peut, ses emplois? Est-ce qu'il y a des aides qui vont être proposées par le gouvernement pour payer les salaires? Est-ce que les compagnies d'assurance peuvent compenser cette perte? Bref, développer le problème qui concerne votre auditoire. Et enfin, en créant une tension qui appelle une résolution, à ce moment-là, un peu comme dans un film de roman policier, hein, où le suspense monte, à ce moment-là, vous proposez une solution qui apaise la tension et qui résout le problème de votre auditoire. C'est la présentation de la solution à la problématique posée. Enfin, dernière phase, c'est l'appel à l'auditoire pour adopter la solution proposée ou pour agir dans le sens proposé. C'est ce que les Américains appellent le call to action. C'est très présent dans les techniques de marketing, dans la publicité. C'est les techniques employées sur les sites internet qui vous appellent à appeler tel numéro, écrire tel mail, remplir tel formulaire, afin de rentrer en contact avec vous et que vous agissiez. C'est aussi, en tout cas à l'audience devant des magistrats, le transfert de la responsabilité de l'orateur à l'auditoire. Qu'est-ce que c'est cela? Eh bien, c'est tout simplement la phase où vous indiquez à l'auditoire que c'est à lui maintenant de décider. Vous avez exposé le problème, vous avez exposé la solution, c'est maintenant à l'auditoire de décider et de vous rejoindre, de s'engager dans telle action que vous proposez. C'est dans cette phase-là, le rôle des émotions est très important puisque l'émotion, l'appel au sentiment, est susceptible d'emporter plus l'adhésion que la simple rationalité. Je vais maintenant essayer pour illustrer mon propos, de vous présenter une très courte vidéo d'un avocat américain qui s'appelle Gary Spence. Excusez-moi, je regarde un peu. Voilà. Et avant que... alors, je sais pas... Hop. Avant de vous la présenter, j'aimerais... Alors, je vais supprimer le partage d'écran pour supprimer
le PowerPoint et je vais essayer de vous connecter sur l'écran, sur ma page YouTube du navigateur. Je reviens, toc. Alors, hop, pardonnez-moi, toc. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, Gary Spence. Autorisé. Alors, avant que vous ne regardiez cet extrait, mon cher Georges, est-ce que tu peux vérifier qu'il est... Oui, absolument. Ok, c'est bon. Oui. Et si je clique dessus, est-ce qu'on entend? J'ai pas mis le son parce que sinon ça va être terrible, mais en revanche, oui, ça diffuse. J'imagine que... est-ce que vous entendez? Est-ce que... Alors, je pose une question. Je vous pose une question. Est-ce que là, j'ai lancé la vidéo. Est-ce que vous entendez le son de la vidéo? Non. Alors, attends. Je vais faire autre chose. Je vais faire toc. Je pense que c'est parce que j'ai mis des écouteurs. Donc, je fais toc. Si. Je mets externe. Voilà. Maintenant, je lance. Ladies and gentlemen. Est-ce que là, vous entendez? Oui. Super. Alors, avant de lancer la vidéo complète, je voudrais expliquer ce qui va se passer. On est dans un procès américain et il s'agit de Gary Spence, qui est un pénaliste très connu, qui a remporté un grand nombre de succès et qui a beaucoup réfléchi sur la justice pénale et sur le fonctionnement des tribunaux américains. Dans cet extrait que vous allez voir, c'est en fait la reprise d'un procès qu'il avait fait. Donc c'est une fiction, c'est une reprise d'un procès qu'il avait plaidé. Mais ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est de voir comment il termine sa plaidoirie en transférant la responsabilité de la décision au jury. Et pour cela, il va utiliser une histoire. Il va raconter une histoire. Il va raconter l'histoire d'un petit garçon espiègle, et c'est un euphémisme par rapport à ce que vous allez découvrir, un petit garçon espiègle qui décide de jouer un vilain tour à un vieil homme sage, un vieux sage de son village. Quel est ce tour? Il dit, voilà, il attrape un oiseau qu'il met entre ses mains, de cette manière, et il se dit, voilà, je vais aller voir ce vieux sage et je vais lui demander si l'oiseau que je tiens dans mes mains est vivant ou mort. Et s'il me dit qu'il est vivant, à ce moment-là, j'écraserai l'oiseau et donc je le tuerai. Et s'il me dit il est mort, j'ouvrirai mes mains et l'oiseau partira. Et je ne veux pas vous spoiler, comme on dit aujourd'hui, la fin de l'histoire. Je voudrais que vous l'entendiez parce qu'elle est assez remarquable pour illustrer le propos de comment transférer à quelqu'un la responsabilité de la décision. The right and the responsibility and the duty to have the courage to say no. Ladies and gentlemen. Dites-nous si vous entendez pas bien. I sometimes tell a story in very special cases about an old man and a smart-aleck boy and a bird. And this is a very special case. And I want to leave you with this story because it's an important story. It's a story about a smart-aleck boy who wanted to show off an old man and to make a fool out of an old man. And the smart-aleck boy had a plan as to how he was going to make a fool out of the old man. He'd found a bird out in the wilderness,
a little bird that he brought to he had in his hand. And his plan was to go up to the old man and say to the old man, "Old man, what do I have in my hand?" And the wise old man would say, "You have a bird, my son." And then the smart aleck boy's plan was to say, "But wise old man, is the bird alive or is it dead?" And if the old man said the bird is dead, then the smart aleck boy would open his hands and the bird would fly off free into the forest and into the woods. But if the old man said the bird is alive, then the smart aleck boy figured that he would crush it and crush it until all of the life was out of the bird and it was dead. He would open his hands and say, "See, wise old man, the bird is dead." And so the smart aleck boy went to the old man and he said, "Old man, what do I have in my hands?" And the old man said, "You have a bird, my son." He said, "Old man, is the bird alive or is it dead?" And the old man said, "The bird is in your hands, my son." And so, ladies and gentlemen of the jury, I give you and place into your hands the history of this country and the case of Lee Harvey Oswald. I thank you. Thank you, Mr. Spence. Ok. Bugliosi, you Si vous payez Voilà. plus de Oh là, 2500 ça euros va. d'impôts par an, Pardon. je vais... C'est pas bon. Alors, je reviens vers vous. Hop, pardonnez-moi. Je refais mon petit partage d'écran. Ah non, il faut que je supprime ça. Oh non, c'est pas ça. Il faut que tu fermes la fenêtre YouTube. Ok. Attends, non, il faut que je revienne là-dessus. Voilà. Toc. Pardonnez-moi. Peut-être près de l'écran. Ouais. Ok. Voilà, je reviens là vers vous. Ah non, Alors, ouais, c'est bon. Ah oui, non, moi j'en ai deux. Et voilà, c'est ça. Il faut la fermer, celle-là. Ok. Ok, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, je reviens vers vous. Bon, ok. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je reprends la parole? Oui, on Ok, comprend. super, Oui. merci. Donc, bien sûr, voilà. Ce qui est remarquable, je trouve, dans cet extrait, c'est la manière, donc, à la fin, vous vous souvenez, donc, quand Gary Spence, enfin, le petit garçon qu'il présente, demande est-ce que l'oiseau est vivant ou mort, et le vieil homme, finalement, lui répond, mon garçon, l'oiseau est entre tes mains, et sous-entendu, c'est à toi de décider. Et ensuite, lorsqu'il transfère la décision au jury en leur disant c'est à vous aussi maintenant de décider dans cette affaire, qui était en fait l'affaire de Lee Oswald, donc une reconstitution d'un procès historique. J'ai voulu vous présenter cet extrait de cette plaidoirie parce que je trouve qu'elle est très significative sur deux choses. Elle raconte aussi la force du storytelling, la force de l'histoire que l'on raconte, et pour la conviction et pour susciter l'émotion. Et elle raconte également cette technique très importante du transfert de responsabilité entre ce que dit l'orateur et la décision que doit prendre l'auditoire. Donner à l'auditoire la responsabilité de la décision et même l'autorité de prendre la décision, que souvent il a d'ailleurs quand il est un juge, mais ce qui n'est pas toujours le cas.
Voilà ces 3 phases pour une structuration courte d'un discours. Et, permettez-moi, je reviens sur le... Voilà, ensuite. Enfin, avant de faire cet exercice, je ne sais pas si on va voir ensuite pour l'exercice, mais on voulait, avec Georges, vous parler de quelques techniques d'élocution sur le prononcé du discours. Nous les avons abordées de manière éparse dans la présentation auparavant. Il y a la question de la posture du corps, il y a la question du regard qui soutient la parole, il y a la question de la diction et il y a la question des gestes de l'orateur. En résumé, être droit, regarder son auditoire dans les yeux, avoir une diction intelligible, donc bien articulée, ne pas parler trop rapidement, et avoir des gestes bien dessinés et éviter les autocontacts. Tout ce qui est je me touche les mains, je me touche l'oreille, je me touche les cheveux, tous ces gestes qui sont là pour nous rassurer, mais et qui en fait sont des parasites dans le discours de l'orateur. Oui, bien sûr. J'interviens quelques instants là-dessus sur la question de la posture. Alors évidemment, la question de la posture se pose différemment selon que, comme nous aujourd'hui, vous êtes debout devant une caméra ou est-ce que vous êtes assis devant un ordinateur à regarder. On peut se dire, finalement, si je suis assis devant un ordinateur, c'est beaucoup plus facile et je n'ai même pas besoin de me poser la question de ma posture. C'est une erreur. C'est une erreur parce que la question de la posture, lorsque vous êtes assis, elle est moins flagrante peut-être que la question de la posture debout, mais pour autant, elle a une influence. Et si je prends un exemple du monde d'avant le confinement et d'avant la vie en visioconférence, je prends tout simplement l'exemple des confrères qui font du droit de la famille et qui ont l'habitude de plaider assis devant le JAF en première instance, ou tout simplement, si je reprends l'exemple tout à l'heure du tribunal de commerce, lorsque nous plaidons devant des juges rapporteurs au tribunal de commerce, en cabinet, nous sommes assis également. La posture, à ce moment-là, elle a une importance différente selon que vous êtes en train de parler ou selon que vous êtes simplement en train d'écouter. C'est-à-dire que j'aurais pu faire le choix, par exemple pendant l'intervention de Mathieu, tout simplement de me tenir à ses côtés. J'ai fait le choix beaucoup plus pratique d'être sur l'ordinateur qui est ici à côté pour vérifier le chat, s'il y avait des questions ou pas. D'un autre côté, quand bien même il n'y aurait pas eu de chat, nous aurions dû organiser différemment notre intervention parce qu'on ne peut pas rester pendant une demi-heure à côté d'une autre personne sans tenir le moindre propos. Ça devient complètement artificiel. Donc à ce moment-là, lorsque vous êtes plusieurs personnes à parler, il y a une interaction. Alors, je reviens à la posture, parce que je fais beaucoup d'incises. Je reviens à la posture. Il y a une technique lorsque vous êtes debout pour vous assurer que vous êtes bien à l'équilibre. C'est tout simplement d'avoir les jambes et surtout les pieds dans l'axe de votre bassin et les pieds parfaitement à plat. Ça, c'est la technique qui permet d'être parfaitement équilibré. Cette position d'équilibre, elle permet d'envoyer un message inconscient qui est le suivant, c'est puisque je maîtrise ma position, puisque je suis à l'équilibre et que donc je maîtrise mon corps, je maîtrise donc la situation et je maîtrise le sujet. Ça, c'est le message subliminal que vous transmettez lorsque vous êtes à l'équilibre. Ça ne veut pas dire qu'ensuite vous restez dans une position de statut pendant 2 heures. Évidemment que non. Vous pouvez ensuite recourir à certains gestes si ces gestes sont en cohérence avec ce que vous dites. Ça, c'était sur les gestes de l'orateur. Après, tu as commenté tout à l'heure sur les gestes du visage. Évidemment que je rejoins Mathieu sur ce qu'il disait tout à l'heure, et je vais te repasser la parole, Mathieu, sur ce qu'il disait tout à l'heure à propos, évidemment, des scories qui consistent à se toucher le visage en permanence. Lorsque vous êtes assis, parce que vous êtes en visio, parce que vous êtes derrière votre bureau, que vous êtes assis derrière votre écran,
à ce moment-là, la position du corps, elle est très importante. D'autant que si les scories de la position debout consistent à se balader dans tous les sens ou à avoir un mouvement de balancier, les scories, lorsque nous sommes assis, consistent à s'avachir et pourquoi pas aussi à se balancer. Je faisais tout à l'heure référence à une formation que je dispensais il y a 2 jours dans le cadre de la commission ouverte famille. Nous avions soumis certains confrères, certaines consoeurs à un exercice où ils étaient filmés dans une salle d'audience. C'était un dossier qui était reconstitué. Donc, salle d'audience, première instance, devant le JAF, ils étaient assis. Et c'était absolument terrible de voir à la fois des confrères qui, en plaidant, faisaient pivoter leur chaise, c'est-à-dire que, vous savez, la scorie qui consiste comme ça à se balader quand quelqu'un cherche à se donner une impulsion lorsqu'il est debout, eh bien, lorsque vous êtes assis, ça existe également. Et il y a une astuce qui est simple, même si elle peut vous paraître figée au départ, c'est que si vous voulez éviter que ce soit le mouvement de balancier lorsque vous êtes debout, ou le mouvement de rotation lorsque vous êtes assis, eh bien c'est simple, en fait il faut penser à ses pieds. Alors, pensez aussi à la plaidoirie évidemment, mais pensez à vos pieds parce que lorsque les pieds sont ancrés dans le sol, à ce moment-là, vous ne pouvez pas faire autrement que d'avoir une position équilibrée. En revanche, dès que les pieds ou les jambes vont se mettre à se croiser, ça veut dire que le corps va partir en vrille. Et n'oubliez pas la fameuse phrase de Victor Hugo que nous connaissons tous, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et là, je te tends le bâton, Mathieu, pour que tu reprennes la scène. Merci, mon cher Georges. Alors, nous avons maintenant quelques présentations de ce qui empêche un orateur d'atteindre son objectif. Ne pas connaître les attentes de son auditoire et ne pas lui parler de ce qui le concerne. On a tous en mémoire des orateurs qui parlent d'eux-mêmes sans que cela ne soit utile pour convaincre. On peut parler de sa propre expérience, mais toujours si cela est utile par rapport à l'objectif que l'on s'est fixé. En revanche, si c'est parler de soi pour parler de soi et délayer, c'est très souvent ennuyeux. Tout à l'heure, j'ai illustré mon propos en vous montrant une vidéo ou en vous racontant une histoire. Eh bien, cette technique-là, elle est très importante, car si vous êtes trop abstrait, vous tuez l'idée même que la thèse que vous souhaitez porter. Il faut illustrer par des images, par des métaphores, par des figures de style, habiller son discours avec des figures de style, je me répète, des images, et la répétition est aussi une technique de conviction, afin que l'auditoire conserve mieux en mémoire ce que vous avez dit. Je ne répète pas là, en revanche, ce qu'a très bien dit Georges à propos des gestes parasites ou verbaux, comme les « e » ou les « voilà », ne jamais terminer son discours par « voilà ». Non. Quant aux « e », une façon de les résoudre, c'est de tout simplement faire silence. C'est de bien distinguer les mots entre eux, puisque souvent le « e », il est prononcé de manière réflexe lorsqu'on cherche ce que l'on va dire. Donc, autant se poser, rester silencieux. Le silence, je sais, ça fait peur. Je sais que c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on peut parler parfois trop vite, surtout en début de discours. C'est le tract qui nous saisit et qui fait qu'on parle trop rapidement et parce qu'on a peur du silence. Or, le silence, eh bien, une fois qu'on l'utilise, il faut d'ailleurs s'exercer à utiliser des silences entre les mots, entre les phrases. Vous allez vous rendre compte que finalement, c'est comme un mot, c'est une expression aussi. Cela veut dire quelque chose et souvent, cela sert à accentuer le propos, accentuer tel passage et aussi à capter l'attention comme on l'a vu tout à l'heure. Tu me permets une intervention pour appuyer encore
plus ce que tu viens de dire, Mathieu, sur la question du silence des E. Alors évidemment, c'est très facile dans nos positions de vous dire qu'il ne faut pas faire de E pendant que vous parlez. C'est d'autant plus facile que beaucoup de personnes qui disent E à tout bout de champ ne savent pas qu'elles le font. Donc le premier exercice pour effacer ce genre de scorie, mais surtout la plus insupportable, qui est vraiment le E, la plus insupportable pour ceux qui écoutent, c'est de se filmer soi-même. Malheureusement, ça ne suffit pas toujours. Donc, il faut vraiment s'entraîner à des exercices. Alors, Mathieu vous l'a dit tout à l'heure en propos introductif, nous sommes en train de monter une commission qui sera une commission rhétorique et technique de plaidoirie, de négociation et de discours au sein de la CE, dans le cadre de laquelle nous dispenserons des formations. Moi, par ailleurs, j'interviens régulièrement dans des cabinets pour dispenser des formations ou former en individuel les avocats à cette prise de parole et à l'exercice auquel finalement très peu de nos confrères se sont expérimentés, qui consiste justement à se poser la question, mais finalement, comment je plaide et comment est perçue ma prise de parole, ma plaidoirie. Et tu disais tout à l'heure, Mathieu, il ne faut pas terminer une plaidoirie par voilà. Il y a une autre scorie qui est celle du début de la plaidoirie. Il y a plein de confrères qui commencent un propos par alors que ça n'a rien à voir à ce moment-là. Voilà. Très juste. Voilà mes petites courtes interventions. Je te laisse la scène. Oui, mon cher ami, nous voici presque au bout de cet atelier. Je voulais vous proposer de passer maintenant à vous de parler et de préparer cet exercice. Alors, il est 16 heures. C'est la fin de l'atelier. Je ne sais pas si on peut déborder un peu plus le temps qui nous était imparti. Moi, ce que je voudrais vous proposer avec Georges, c'est que vous prépariez cette présentation et si vous le souhaitez, que vous nous écriviez pour qu'on convienne d'une petite session de vidéoconférence au cours de laquelle vous pourrez nous présenter votre discours. Et on fera ça sur une plateforme comme Zoom. Donc le plus simple, ce serait, si vous en êtes d'accord, donc que vous nous adressiez un mail. Georges et moi, nous sommes dans l'annuaire des avocats du barreau de Paris. Je suis en train sur le chat de leur taper mon adresse. Et okay. Après, je vais mettre la tienne également. Merci, Georges. Et donc ensuite, on conviendra d'un moment et vous nous présenterez. Alors on ne sera peut-être pas tous les deux à ce moment-là, mais on s'organisera, on se répartira et vous nous présenterez le discours que vous aurez préparé, un discours de 5 minutes, hein, pas plus, mais qui reprendra les techniques que l'on vous a proposées. Enfin, pour terminer, est-ce qu'on est encore connecté? Oui, on est encore connecté, bon. Absolument. Et pour terminer, pour aller plus loin, on vous a proposé quelques ouvrages. Alors, des ouvrages sur la rhétorique, sur l'art de parler en public, il y en a pléthore, des très très bons. Cité tout à l'heure Cicéron, mais il y en a d'autres. Voilà, 4 ouvrages qui sont ici. J'ai envoyé dans le chat tout à l'heure le lien vers la vidéo YouTube de Gary Spence, parce que j'ai vu que ça intéressait certains de la revoir. Et je mets également, nous mettons un lien vers une chaîne YouTube de Victor Ferry, qui est un jeune enseignant en rhétorique, qui fait une chaîne remarquable, qui s'appelle l'artisanat rhétorique. Et nous vous avons mis sur le PowerPoint que nous allons vous adresser le lien pour accéder à sa chaîne. Est-ce qu'il y a, mon cher Georges, des questions? Non, il n'y a pas de questions actuellement. J'ai renseigné nos 2 adresses électroniques. Super, merci. Pour l'instant, je ne vois personne à propos de qui il sera indiqué que la personne est en train d'écrire. Personne n'est en train d'écrire. Et combien de personnes sont connectées?
Il y a 22 personnes qui sont connectées. Il y a Laurent Warnet qui, très amicalement, nous dit « C'était éloquent » avec un petit smiley sourire clin d'œil. Merci Laurent. Donc, s'il n'y a pas de questions... Et Marie-France Thierry qui nous dit « Très intéressant, merci beaucoup ». Merci Marie-France, merci à toutes et à tous. Isabelle Avril, je confirme. Anne-Marie Louvigne, merci infiniment. Valérie Chavannes, merci. Jean-François Petit, Ouais, viens avec moi, on va dire. et on va dire Emmanuel merci aussi. Escar, mince, je le vois On pas. va- Emmanuel qui vient nous On rejoindre. va saluer, hein, on va saluer le public. Merci à vous. On salue le public et on espère vous voir très vite, peut-être demain à la plénière du congrès de la CE. En tout cas, Georges, tu seras là parce que Oui, Georges, absolument. comme je le disais au tout début, est en campagne Oui. et nous allons le faire élire, voter pour lui, comme pour tous les candidats à CE au Conseil de l'Ordre. Et donc, nous vous retrouvons demain à la plénière de la CE. Merci beaucoup. Et là, du coup, il n'y a plus personne pour savoir si. Et oui, c'est la particularité. Mais Voilà. bon, on espère vous voir bientôt. Et comme vous l'a dit Mathieu tout à l'heure, n'hésitez pas si vous voulez que vous exercez juste Attends, mais devant nous. Georges, dis-moi. C'est qu'il est 16h. En fait, on a commencé à 14h30. Souviens-toi, moi j'avais en tête qu'on commençait à 14h. Et en fait, non, on a commencé à 14h30. Oui, c'est vrai. Et c'est 2 heures d'atelier. Ah, Donc, formidable, on a donc- le temps. Alors, si vous Donc, avez le. en fait, Si vous voulez vous exercer. Une petite erreur, c'est que en réalité, il nous reste encore une demi-heure ensemble. Si on a des volontaires pour s'exercer, on peut le faire maintenant. Alors, parce que là, du coup, on me donne merci infiniment, passionnant, bravo Recteur, bravo Mathieu, bravo Georges. Merci beaucoup pour cette présentation. Pas de câble sur mon PC fixe, désolé, nous dit Jean-François Petigny. Alors, voilà, donc on est en train de regarder le chat là parce que, en fait, à l'origine, l'atelier était prévu de 14h à 16h. Et tout à l'heure, quand j'ai vu 16h, je me suis dit, tiens, c'est mince, c'est terminé déjà. alors, Mais Jean-Marc en Boulet, c'est réalité, connecté. c'est jusqu'à 16h30. Donc, on avait prévu cet exercice à faire avec vous. Mais d'ailleurs, il y a un autre, j'ai un problème Alors, technique. c'est- est-ce que- Marie-Vonne Henry nous dit un peu court pour préparer un discours. Ouais. Alors, c'est vrai que pour préparer un discours, c'est vrai que c'est évidemment plus que court. En revanche, ce qu'on vous proposait, c'était plutôt une improvisation qui consistait, par exemple, à présenter l'activité de votre cabinet ou à vous présenter tel que vous le feriez dans le cadre d'un cocktail à un client que vous tenteriez de démarcher, par exemple. Retourne sur le chat. Je vois qu'il y a une énorme faute pour aller plus loin. Alors attendez, mais C'est toujours comme ça. C'est toujours au moment où on le met à l'écran qu'on la voit. C'est évident. Mais Jean-Marc, comment vous avez pu nous parler? Parce que jusqu'à présent, nous n'avons eu aucun son de la part des participants. En fait, il faut cliquer en haut à droite. Ah, d'accord. Ok. Alors attends, je me remets sur le. Alors, de toute façon, Mais c'est pas vous, hein, non, c'est nous, c'est chacun de nous qui, en fait, en cliquant en haut à droite sur partager la caméra et le micro, peuvent apparaître à l'écran, en fait. D'accord. Donc en fait, eh ben, c'est super, il y a encore 20 personnes on est 20 là. Est-ce que d'autres personnes veulent parler, veulent se montrer? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Et donc, oui, Valérie. Donc, Valérie, oui, on te voit très bien, on t'entend et on t'entend là. je n'avais pas prévenu, Je t'en je prie. n'avais absolument pas prévu de mettre la caméra étant malade du Covid. Donc, j'espère que 80% ne se vérifie pas, mais tout va bien. Je dois vous montrer. J'ai allumé cette caméra simplement parce que je trouve que parler sans voir personne, sans savoir si on est écouté, était plus aimable pour vous, mais j'ai en principe un petit peu plus d'organisation. Je dois malheureusement vous quitter, mais je serais très heureuse de participer à un atelier futur. Je vous remercie tous les deux pour cette excellente présentation qui nous a fait beaucoup de bien à tous, je pense.
Merci beaucoup Valérie et prompt rétablissement. Mais- On ne s'est pas du tout douté que tu étais souffrante, mais Ça va, ça va donc très j'espère bien. que tu vas très vite sortir de. Merci beaucoup. Très bien. Merci Valérie. Bien, eh bien, chers amis, s'il n'y a pas d'autres questions ni d'autres demandes d'intervention, je vous propose qu'on clôt cet atelier. Georges, voilà, est encore au chat qui répond. Oui, On vous je dit au vérifie. revoir et on se. De nouveau, hein, vraiment, c'est un peu un rappel en fait. C'est ça, c'est Hein, ça. on Ouais, s'est c'est fait ça. un rappel. Tu vois. Bon, ok. Eh bien, écoutez, viens, Georges, pour la Allez, dernière image. Pour, Allez. pour le salut. À bientôt. Au revoir les amis, à très vite. bientôt. Et à ce ça.